sur YouTube pour suivre cette masterclass de santé publique et de médecine du travail. Donc, je suis Mélissa, je suis interne en santé publique en 3e semestre et j'effectue actuellement un interchu dans la subdivision de Bordeaux au sein de l'ARS au niveau du siège. Et vous aurez Jérémy dans le chat qui est lui médecin de santé publique qui aura le plaisir de répondre à toutes vos questions tout au long de cette masterclass. Donc, nous allons commencer du coup cette masterclass par une partie théorique. Donc, on va reprendre les éléments importants de ces deux spécialités. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Donc, en principe, vous voyez la première diapo. Et pour vous, normalement, vous vous mettez en mode plein écran pour voir les diapositives en grand. N'hésitez pas également à faire des captures écran des diapos qui vous intéressent le plus, mais sachez que voilà, vous aurez ultérieurement la vidéo de cette masterclass sur YouTube qui sera disponible quand vous le souhaiterez. Donc, commençons par, du coup, les sources, sur quoi on s'est reposé pour faire cette masterclass. Et bien évidemment, les 2 collèges de santé publique et de médecine du travail. Et surtout, les fiches d'Hippocampus qui reprend voilà, tous les items des collèges. Est-ce que ces 2 spécialités qui sont le plus souvent négligées par les étudiants tombent en examen? Donc oui, effectivement, depuis 2019, il y a eu 8 DP, soit environ 2 DP par an, 126 QI entre 2016 et 2022, soit environ 18 QI par an. Dernièrement, pour les EDM 2023 au mois d'octobre, il y a eu 4 QI plus 1 DP de médecine légale et du travail, 6 QI plus 1 DP de médecine en santé publique. Comment nous avons construit cette masterclass? Donc, d'abord, concernant la médecine du travail, nous avons repris 3 items essentiels qui touchent à l'organisation de la médecine du travail, l'environnement professionnel et santé au travail, et notamment le maintien à l'emploi, et l'item très important qui touche aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Concernant la santé publique, nous avons découpé cela en 3 parties, en 3 surspécialités qui tombent le plus souvent: la recherche clinique, l'économie de la santé et le système de santé, et la qualité des soins et sécurité du patient. Dans un second temps, on vous proposera du coup des QCM et un ECOS. Donc c'est parti pour la médecine du travail, et notamment sur tout ce qui touche à son organisation. Donc tout employeur a l'obligation d'adhérer à un service de santé au travail, dit SST, que ce soit un employeur public ou privé et ayant au moins un salarié. On distingue 2 SST, un autonome, un en interentreprise. Autonome s'il y a plus de 500 salariés et en interentreprise s'il y en a moins de 500. Comment est articulée cette équipe? De quoi est-elle composée? Donc bien évidemment d'un médecin du travail, d'infirmiers, des intervenants en prévention des risques professionnels. Le médecin du travail suit le code de la santé publique, comme tout médecin, mais aussi le code du travail. Quelles sont les activités du médecin du travail? Donc, il y en a 3 types essentiellement. La première, l'activité de terrain. Donc là, ça lui prend à peu près 1/3 de son temps. Des tâches administratives qui comportent la rédaction de rapports annuels, des dossiers médicaux de santé au travail pour chaque salarié, mais également des fiches d'aptitude ou d'inaptitude. Nous avons également une partie consultation et suivi de l'état de santé des salariés, avec des consultations d'embauche, des consultations de reprise et de pré-reprise, notamment. Il faut aussi retenir que le statut du médecin du travail a un statut de salarié protégé. Venons du coup à la prévention des risques professionnels, qui est le cœur de l'activité du médecin du travail. Nous avons 2 grandes démarches. La première qui consiste à évaluer les risques professionnels avec 3 étapes successives. La première est d'identifier et de caractériser les dangers, par exemple un produit chimique, par sa composition. On va pouvoir ensuite évaluer l'exposition et estimer les risques encourus pour le professionnel.
Cette démarche, du coup, va donner un plan de prévention qui sera le support de la démarche de gestion des risques professionnels, du coup, cette gestion repose sur 3 étapes également, qui est la suppression des dangers. Est-ce qu'on peut supprimer ce produit chimique lors de la manipulation, par exemple, de chercheurs en biologie? La deuxième sera, si on n'a pas réussi à supprimer les dangers, de limiter les émissions à la source, par exemple par une hotte aspirante. Et la troisième étape, de limiter l'exposition des salariés en mettant par exemple des équipements de protection individuels. Donc ces démarches sont à prendre en compte et à considérer pour prévenir les risques professionnels à différents niveaux, primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire des risques professionnels, du coup, a pour objectif d'éviter l'apparition d'effets délétères chez les salariés exposés à un risque professionnel. Il y aura du coup des mesures collectives, individuelles et médicales. Pour la prévention secondaire, l'objectif est de dépister. Par exemple, des salariés qui sont exposés à des poussières de bois, ils auront un suivi particulier. Donc là, il y aura une mesure médicale. Pour la prévention tertiaire, l'objectif est de maintenir dans l'emploi les personnes présentant des pathologies liées à leur travail. On mettra par exemple une adaptation du bureau pour quelqu'un qui a une mobilité réduite. Donc là, nous avons vu la grande partie sur l'organisation du travail, de la médecine du travail, et nous allons passer à la deuxième partie qui touche à l'environnement professionnel et la santé au travail, notamment le maintien de l'emploi. Donc cette diapositive est assez dense, mais pour bien la lire, vous avez une frise qui reprend le jour de reprise et à J+8. Commençons du coup par les éléments qui sont avant le jour de reprise. Vous avez un salarié qui a été arrêté pendant plus d'1 mois. Une visite de pré-reprise peut lui être proposée. Elle n'est pas obligatoire. Elle peut être à la demande du salarié, du médecin traitant, du médecin conseil ou du médecin du travail. Suite à cette visite de pré-reprise, il peut y avoir des préconisations. Un autre cas, un salarié a été arrêté à plus de 60 jours, ou pour maladie professionnelle. Une visite de reprise lui est proposée, elle lui est en fait obligatoire, Elle est obligatoire entre son jour de reprise et à J+8. Et elle est à la demande de l'employeur. Suite à cette visite de reprise, le médecin du travail donnera des préconisations et une aptitude au poste. En gris, vous avez plusieurs cas de figure suite à cette visite de reprise. Vous pouvez avoir une décision d'inaptitude médicale. Donc là, c'est le médecin du travail qui prend cette décision. Et derrière, l'employeur a l'obligation de rechercher un poste de reclassement. Et autrement, si le reclassement est impossible, il y aura licenciement avec des indemnités de licenciement doublées. Autre cas de figure, le temps partiel thérapeutique, qui permet en fait au salarié de poursuivre ses soins et de retourner progressivement au travail. Son salaire sera maintenu à 100%. Normalement, il n'y a pas de durée maximale, mais elle est inférieure à 3 ans généralement. À retenir, le temps partiel thérapeutique est prescrit par le médecin traitant avec accord du médecin conseil, de l'assurance maladie, médecin du travail et employeur. Troisième cas de figure, la reconnaissance de la qualité du travail handicapé, RQTH. Donc là, c'est un dossier à monter avec le médecin traitant du travail et le patient qui sera adressé à la MDPH, la Maison des personnes handicapées. Il sera validé par le médecin conseil et à renouveler tous les 5 ans. Et dernier cas de figure, l'invalidité. Donc là, vous avez 3 catégories différentes. L'invalidité, en fait, permet au salarié de diminuer ou d'arrêter son activité. Elle est demandée par le médecin traitant et accordée, une fois de plus, par le médecin conseil de la sécurité sociale. Donc, c'en est tout pour le maintien de l'emploi. Donc, cette diapositive était très importante. Je peux rester quelques secondes de plus si vous voulez faire des captures écran. Et on va terminer par la troisième partie de la médecine du travail qui touche aux accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, nous avons voulu commencer cette partie par un tableau de définition pour partir sur de bonnes bases. Donc, qu'est-ce qui est important à retenir comme définition? C'est la présomption d'imputabilité. Qu'est-ce que c'est? C'est que le salarié accidenté n'a aucune preuve à apporter
Et si, si son accident du travail est contesté par l'employeur pour la CPAM, c'est à eux d'apporter la preuve de l'activité étrangère au travail. Un accident de travail, qu'est-ce que c'est? C'est un fait accidentel, une lésion avec un caractère professionnel. L'accident de trajet est un accident entre la résidence principale ou secondaire et le lieu de travail. Le lieu du travail est le lieu de déjeuner du travailleur. Et là, il y a présomption d'imputabilité. Vous avez également la différence entre prestations en nature et prestations en espèces. En nature, c'est ce qui touche à l'exonération du ticket modérateur et du tiers payant. Les prestations en espèces, ce sont les indemnités journalières qui sont versées en cas d'arrêt de travail ou en maladie professionnelle. Donc, je vous ai refait un petit schéma comme tout à l'heure. Donc, pour un salarié qui a un accident de travail, il doit le déclarer à son employeur dans les 24 heures. L'employeur, lui, doit déclarer l'accident auprès de la CPAM dans les 48 heures. S'il ne le fait pas, l'employé peut le déclarer directement à la CPAM dans un délai de 2 ans maximum. L'employeur fournit une feuille de soins avec une attestation de salaire qui, du coup, l'employé pourra le donner à son médecin traitant lors de la consultation. Lors de cette consultation, le médecin traitant va pouvoir rédiger un certificat médical initial descriptif et objectif des lésions avec l'acte des soins, les honoraires, et tout cela dans un délai de 24 heures. Il y a 3 à 4 feuilles qui seront rédigées. 2 adressées à la CPAM, une remise à la victime et un 4e feuillet sera également adressé s'il y a arrêt de travail. Cette 4e feuille pourra indiquer à l'employeur la durée de l'arrêt de travail, la durée des soins uniquement. Ces 2 feuilles de soins qui sont adressées à la CPAM est traitée dans le service administratif et médical et aura lieu du coup à une décision au bout de 30 jours. Attention, les accidents lors de la suspension du contrat, grève, congé, mise à pied et soustrait à l'autorité de l'employeur ne sont pas des accidents de travail. Ce certificat médical initial deviendra final pour notifier soit d'une guérison, d'une consolidation avec séquelles, d'une rechute ou d'une aggravation. En cas de rechute et absence de présomption d'imputabilité sur la victime, il faudra du coup faire une nouvelle demande à la CPAM avec un nouveau certificat médical. Donc, le certificat médical final parvient à la CPAM qui pourra décider d'un taux d'incapacité permanent, taux d'IP. Donc là, c'est un seuil à bien retenir, 10%. Si l'IP est inférieur à 10%, il y aura un capital qui sera versé en une fois. Si supérieur à 10%, il y aura une rente à vie. Passons aux maladies professionnelles. Donc, comme l'exemple de l'arrêt de travail, de l'accident de travail, un petit tableau de définition et notamment sur la maladie professionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est une conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique ou résultant des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Les tableaux plus bas, en fait, ce sont les expositions qui peuvent mener à des maladies professionnelles. Par exemple, les métaux avec les cancers pulmonaires primitifs, le milieu agricole pour les pneumopathies d'hypersensibilité. Également, vous avez sur le tableau beaucoup plus bas les atteintes pleurales et parenchymateuses en fonction de l'aspect cancéreux ou non cancéreux, et notamment le mésothéliome qui, du coup, est un cancer qui touche la plèvre. À retenir également dans les maladies professionnelles, qui est le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui, permet à un salarié d'avoir une indemnisation par rapport à l'origine de sa contamination et en fonction du statut professionnel, salarié, travailleur, indépendant. N'oublions pas qu'il y a d'autres pathologies professionnelles, comme notamment les troubles musculo-squelettiques liés aux travaux répétitifs qui sont en fait la grande majorité des maladies professionnelles. Il y a également les pathologies allergiques, les maladies infectieuses et la surdité liée au bruit.
Je vous ai mis ici un exemple de tableau de maladie professionnelle qui est en fait présent sur le site de l'INRS. Vous avez un exemple de la cancer de la prostate provoqué par les pesticides, avec la première colonne, la désignation des maladies, la deuxième, délai de prise en charge, et une liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Si le salarié ne retrouve pas son emploi à travers cette liste, il peut faire appel au système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans ce cas, en fait, il n'y a pas de présomption d'origine, il doit démontrer le lien de causalité entre sa pathologie et la maladie, entre sa pathologie et son emploi. Il monte un dossier qui sera évalué par le CRMP, Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc, là, nous avons un salarié qui déclare une maladie professionnelle. Comment ça va se passer entre les différents acteurs pour avoir cette reconnaissance? L'employé va pouvoir déclarer lui-même directement à la CPAM un dossier qui comporte 3 éléments. Le premier, un formulaire de déclaration, mais il a également besoin d'une attestation de salaire qui sera fournie par l'employeur et d'un certificat médical initial fourni par le médecin traitant. Donc, ces 3 documents sont adressés à la CPAM qui rend un avis au bout de 4 mois ou de 6 mois si le dossier est complexe. Suite à cet avis, l'employé aura une feuille de soins pour lui dispenser d'avancer les frais liés aux soins de maladie professionnelle. Donc, comme les accidents de travail, les maladies professionnelles ont une réparation qui touche du coup à l'indemnisation en espèces, les prestations en nature, une indemnisation de l'incapacité, une protection de l'emploi, une indemnité de licenciement qui est majorée en cas de licenciement pour inaptitude. Et ce qui est aussi important à retenir, c'est qu'en cas d'arrêt de travail lié à la maladie professionnelle, la victime ne peut pas être licenciée pour absence répétée. Donc, nous avons terminé pour le côté médecine du travail. Donc, à travers ces 3 items, qu'est-ce qu'il faut retenir? La différence entre visite de reprise et de pré-reprise, que le temps partiel thérapeutique est bien prescrit par le médecin traitant, la définition d'un accident de travail, de la présomption d'imputabilité, et qui fait quoi? Le médecin rédige un certificat médical initial qui deviendra final. L'employeur, lui, déclare l'accident de travail. Concernant la maladie professionnelle, il faut également retenir qu'il y a des tableaux qui recensent le nom de la maladie, le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux susceptibles d'avoir entraîné cette maladie professionnelle, et également la différence entre prestations en nature et prestations en espèces. Nous allons pouvoir passer à la santé publique. Donc, commençons par la première surspécialité, qui est la recherche clinique. Et du coup, on a décidé de vous parler de la méthodologie de la recherche en santé. Donc, là, je vous ai repris sur cette diapositive les différents acteurs de la recherche en santé. L'acteur principal est le promoteur, c'est le responsable légal de la recherche. Il a besoin du CPP et notamment de son avis et de l'autorisation de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et de l'assurance forcément pour couvrir les risques qu'il prend au cours de sa recherche en santé. Pour ce faire, il a besoin de sélectionner un investigateur qui lui dirige et surveille la réalisation de l'étude. Et l'investigateur, du coup, lui, a besoin de volontaires, de participants. Il inclut le nombre de personnes nécessaires. Il recueille les données, administre les traitements ou organise les interventions. Lui, le participant, peut se retirer à tout moment. Il a un droit d'accès et de modification aux données recueillies. Quand il est inclus et quand il participe à la recherche en santé, il doit donner son consentement et si c'est un consentement écrit, il fournit un exemplaire à l'investigateur. Chose très importante dans la recherche clinique, ce sont les effets indésirables. Donc là, ce sont l'investigateur
qui transmet les effets indésirables au promoteur, qui a l'obligation de les retourner auprès du CPP et de l'ANSM, deux organisations qui ont le droit d'arrêter la recherche clinique si les effets indésirables sont jugés trop importants. Qu'est-ce qui est important également en recherche en santé? Ce sont deux lois en fait qui cadrent cette recherche, et notamment la loi Jardé de 2012 qui qualifie la recherche impliquant la personne humaine. Donc nous avons trois catégories. La une, qui est une intervention non justifiée par la prise en charge habituelle non dénuée de risque. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une recherche clinique qui est une étude de non-infériorité randomisée, contrôlée, qui compare deux médicaments pour une pathologie particulière. Le type 2, qui est une action surajoutée mais sans grand risque, par exemple prélèvement de sang en petite quantité, un examen d'imagerie. Et le type 3, qui sont tous les actes conformes à la pratique courante sans procédure supplémentaire. C'est-à-dire que vous prenez des données biologiques qui sont déjà en état, vous n'avez pas rajouté, vous n'avez pas fait une action surajoutée. Dans ces cas-là, ce serait une RIPH de type 2. Vous avez des études qui ne rentrent pas dans la recherche impliquant la personne humaine, c'est-à-dire les études sur cosmétiques, les enquêtes de satisfaction ou même les exploitations et traitements des données rétrospectives. Donc là, je vous ai synthétisé les éléments importants à retenir concernant les acteurs, les documents en fonction du type de RIPH. Donc, quel que soit le type de RIPH, le comité de protection des personnes doit donner son avis qui sera favorable pour lancer cette étude. Pour l'ANSM, elle doit fournir une autorisation de manière obligatoire pour le type 1 et il y aura juste une information de l'ANSM pour pouvoir lancer une étude de type 2 ou de type 3. Le participant devra fournir un consentement de manière éclairé et par écrit s'il est dans une recherche impliquant la personne humaine de type 1, éclairé par écrit ou oral pour le type 2 et une non-opposition pour le type 3. La CNIL devra autoriser cette étude pour qu'elle soit lancée également, et l'assurance devra être obligatoire pour le type 1 et le type 2, facultatif pour le type 3. Donc, nous avons terminé sur la première partie. Nous allons passer à la deuxième partie et notamment sur l'organisation du système de soins et la sécurité sociale. Donc, nous avons deux façons de voir l'organisation du système de santé. Donc là, c'est en fonction de la hiérarchisation du type de soins. Donc, si le soin est primaire, c'est-à-dire essentiel, des soins courants, il sera du coup organisé dans une infrastructure légère par des médecins généralistes ou infirmiers libéraux. Si ce sont des soins secondaires du type urgence spécialisée, ça sera dans une infrastructure hospitalière par des professionnels de santé hospitaliers. Les soins tertiaires, experts, seront dans des hôpitaux, dans des services avancés par des spécialistes. Et enfin, les soins quaternaires, dits expérimentaux, dans des centres de recherche avec des professionnels de santé spécialistes experts. Nous pouvons voir le système de santé d'une autre façon, à l'échelle territoriale. Donc là, je vous ai repris différents niveaux territoriaux pour chaque organisation. Donc, commençons à l'échelle plus petite, qui est la communale. Donc là, le plus souvent, ce sont des services communaux d'hygiène et de santé qui organisent le système de santé. Au niveau départemental, ça sera la délégation départementale de l'ARS et les conseils généraux. Régional, ce seront les ARS, donc il y a autant d'ARS que de régions. Et enfin, au niveau national, il y a bien sûr le ministère de la Santé et de la Prévention, l'HAS, le Haut Conseil de la Santé publique et toutes les agences qui sont spécialisées. Concernant la protection sociale, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la sécurité sociale est organisée en différents régimes. En 3 régimes spécifiques, notamment le régime général qui couvre à peu près 88%
de la population, le régime agricole et les régimes spéciaux. Il faut retenir que dans le régime général, il y a 5 branches: la famille, la maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, recouvrement, autonomie. Il faut également que vous ayez entendu parler de la loi de financement de la sécurité sociale qui permet en fait un équilibre financier de la sécurité sociale et cette loi est votée chaque année par le Parlement. L'ONDAM qui est un objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui en fait donne des prévisions des montants à ne pas dépasser en matière de soins de ville et d'hospitalisation. Donc ces prévisions sont fixées par la LFSS et le CSBM, la consommation de soins et de biens médicaux, qui en fait est un compte satellite qui permet d'évaluer les valeurs des biens et services médicaux consommés sur le territoire national par les résidents et les non-résidents. Donc là, je vous ai mis des iconographies du site amélie.fr pour bien comprendre comment sont répartis le coût des dépenses de soins. Donc vous avez une part à la charge de l'assuré et une part qui est remboursée par l'assurance maladie, ici en rose. Donc la part à la charge de l'assuré est découpée en 3 parties. Vous avez la participation forfaitaire en jaune, le ticket modérateur en violet et en vert, la franchise médicale. La participation forfaitaire de 1 € sur les consultations médicales, les tickets modérateurs en fait concernent tous les frais de santé remboursables, les consultations chez le médecin, les analyses biologiques, de radio, les achats de médicaments. Il faut retenir que la mutuelle d'un assuré ou quelqu'un qui est couvert par la complémentaire santé solidaire peut être remboursé en partie ou en totalité sur ce ticket modérateur. Il y a également certaines situations à retenir, par exemple les personnes qui sont sous ALD, les femmes enceintes, les nouveau-nés. Ce ticket modérateur est pris en charge à 100%. Il y a, en cas de non-respect du parcours de soins, le ticket modérateur peut être majoré. Donc là, l'iconographie de droite est un exemple. Pour un montant de consultation de 26,50 €, il y aura un ticket modérateur de 7,95 € qui comprend 30% de la dépense. Donc ces 7,95 € peut être remboursé en partie ou en totalité. Je vous ai laissé également cette diapositive qui reprend les notions de la précédente. Et en gras, ce sont les choses qui sont importantes et qui tombent en QCM. Donc, par rapport à la franchise médicale, les petites subtilités à retenir, c'est qu'elles peuvent être, c'est que du coup, c'est dispensé de la franchise médicale les personnes qui sont citées, donc les personnes mineures, les bénéficiaires de la CSS, la complémentaire solidaire santé, de l'AME, des femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse. Et nous retrouvons ce type de profil pour le ticket modérateur. Le ticket modérateur sera remboursé totalement pour les personnes en ALD, les femmes enceintes à plus de 6 mois, les nouveau-nés et les soins liés à tout ce qui touche à la TNP. En ce qui concerne la majoration du ticket modérateur, nous avons, en cas de non-respect du parcours de soins, des exceptions. Si vous allez voir des médecins gynécologues, ophtalmologues, stomatologues et psychiatres, il n'y aura pas de majoration du ticket modérateur. Et j'ai oublié de préciser que la part remboursée par l'assurance maladie, il peut y avoir une 0 avance de frais sur la part des soins remboursés pour les nouveau-nés, les soins liés à la naissance, les ALD, la CSS, l'AME et tous les actes de prévention et l'IVG. Nous allons passer à la 3e partie et la dernière partie de la santé publique. Et nous allons commencer par la sécurité sanitaire et veille sanitaire. Donc, pareil, des définitions à retenir. La sécurité sanitaire comporte tout ce qui touche à la protection de la santé de l'homme. On parle du coup comme par exemple l'épidémie de Covid, des pics de pollution, des actes de terrorisme. La veille sanitaire, en fait, c'est un processus continu de recueil, d'identification, d'évaluation et d'investigation des risques d'événements. Donc, par exemple, ça peut être des maladies à déclaration obligatoire qui sont remontées auprès de la CVAGS,
de chaque ARS. Ces VAGS, ce sont des cellules de veille, d'alerte et de gestion sanitaire. Et enfin, nous avons la vigilance sanitaire, qui est un petit peu comme des veilles, mais qui sont spécifiques aux risques liés à la consommation de certains produits. Nous avons par exemple la pharmacovigilance, l'addictovigilance, l'hémovigilance et la matériovigilance. Donc là, je vous ai repris les principaux acteurs en fonction de leur position et de leur rôle dans la sécurité, la veille et la vigilance sanitaire. L'ANSM, elle est positionnée majoritairement sur la sécurité et la vigilance sanitaire, et notamment la sécurité des produits de santé par les AMM, la surveillance continue des événements indésirables, l'inspection et le contrôle. Nous avons la Santé publique France, l'ARS et l'AGS qui du coup ont un rôle prédominant dans la veille et la vigilance. Et vous avez également l'HAS qui, elle, assure la qualité du système de soins et recueille tout ce qui est événements porteurs de risques déclarés par les médecins exerçant une spécialité à risque. Elle rédige également des référentiels et des guides de bonne pratique. Passons du coup à tout ce qui touche aux événements indésirables associés aux soins, la qualité et sécurité des patients. Donc là encore, des définitions. Les plus importantes sont celles qui sont soulignées ici. Donc nous avons les événements indésirables associés aux soins, les événements indésirables graves et les EPR, les événements porteurs de risques. Un EIAS, c'est tout événement consécutif à un acte de soin, diagnostic, de traitement, de prévention qui serait dommageable pour le patient. Il devient grave lorsqu'il y a hospitalisation ou prolongation d'hospitalisation d'au moins un jour, d'handicap, d'incapacité ou menaçant la vie ou entraînant un décès. Un EPR, c'est un événement qui est porteur de risque, une erreur qui a été commise mais n'a conduit à aucun événement. On peut aussi parler de presque accident. Quelques chiffres, c'est qu'il y a 9 nouveaux cas pour 100 patients hospitalisés au niveau des événements indésirables qui sont remontés, dont 44% sont jugés évitables. Donc la iatrogénie est en fait un vrai fléau, un vrai problème de santé publique, parce qu'il entraîne 10 000 décès par an en France, et les spécialités les plus concernées sont les spécialités chirurgicales, avec en premier des erreurs de prescription par le médecin, des mauvaises administrations par le corps paramédical et une mauvaise dispensation par le pharmacien. Pour prévenir tous ces événements indésirables associés aux soins, nous avons 2 types de prévention. La prévention a priori, qui, elle, repose sur une identification à chaque étape de qui a fait quoi. Du coup, des dysfonctionnements pourraient se produire et contribuer à un accident. Ensuite, lorsque cette étape d'identification a été faite, il y a des solutions qui peuvent émerger pour réduire les défaillances potentielles en fonction de fréquence et de gravité. Donc, ces 2 critères permettent de définir 3 zones de criticité des événements indésirables. Soit ces événements indésirables comportent des risques qui sont à traiter en priorité, soit ce sont des événements indésirables qui sont à surveiller ou alors acceptables en l'état. Nous avons la prévention a posteriori qui repose sur plusieurs étapes. L'identification des événements indésirables via le dispositif de signalement. Il y a en fait un portail national qui est découpé par région. Donc en fait, ce sont les ARS qui sont réceptives de tous ces événements indésirables. Donc chaque établissement de santé, lorsqu'ils ont des EIAS ou des EIG, peuvent le faire remonter via ce portail. Vous avez également des revues de morbidité et de mortalité. Vous avez des analyses des événements indésirables via la méthode alarme, des recherches de facteurs favorisants et également une prévention par une formation continue des professionnels de santé, des groupes d'échange, des mises en place de barrières de sécurité. À l'échelle un peu plus macro, au niveau de l'hôpital, d'un service,
Vous avez des comités de retour d'expérience qui peuvent être mis en place en fonction de la gravité de l'événement indésirable, des RMM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des indicateurs d'événements sentinelles. Au niveau de l'hôpital, vous pouvez trouver du coup appui auprès d'un coordinateur de la gestion des risques, de la direction et de la commission médicale. Et enfin, si l'événement indésirable touche plusieurs régions ou que c'est très grave, il y a un support qui est fait auprès du ministère de la Santé, des ARS, des CPIAS, HAS, ANSM, ASN, en fonction du type d'événement indésirable. Donc, nous avons terminé sur la santé publique. Donc, sur ces 3 grosses surspécialités, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, en termes de recherche clinique, le rôle du promoteur, de l'investigateur, il faut bien distinguer les 3 classes de RIPH. Pour la protection sociale, nous avons bien 5 branches. Et sur tout ce qui concerne la veille sanitaire, donc bien connaître les différentes définitions, le rôle de chaque acteur et retenir qu'il y a plusieurs moyens de prévention, a priori et a posteriori, et notamment les revues de morbidité et la méthode alarme. Donc, nous allons passer aux questions isolées et à un écos qu'on vous a préparé. Je vous laisse du coup vous connecter sur WooClap et mettre le code associé. Et également, j'anticipe un petit peu, si vous pouvez prendre une feuille de papier, un stylo pour l'Écosse. On sait que voilà, on n'est pas en situation réelle, mais on va essayer de faire tout comme. Vous pouvez également flasher ce QR code si besoin. Je laisse encore quelques secondes pour que vous puissiez vous connecter. Très bien, donc on va commencer par une session de questions isolées. Alors, il semble avoir un petit bug, je suis désolée. Donc, je suis désolée, il y a eu un problème de code. Je vais vous repartager un nouveau code. Voilà, on est parti. J'espère que vous êtes prêts. Donc, première question. Vous êtes médecin du travail en service en santé, entreprise. Vous recevez Monsieur P à sa visite de reprise suite à un arrêt de travail. Quelques mois plus tôt, lors d'un effort de soulèvement lors de son travail habituel, il a ressenti une violente douleur au niveau lombaire.
Le salarié a été arrêté pendant 2 mois. Quelles sont les propositions vraies? Donc je vous laisse 1 minute pour répondre aux questions. Donc il ne vous reste plus que 10 secondes et on va passer à la correction. Donc, quels étaient les items vrais? Donc la A, B, C et E. Bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué dans le schéma, l'accident de travail doit être déclaré par le salarié à l'employeur sous 24 heures. L'employeur le déclare à la CPAM sous 48 heures. Les troubles musculo-squelettiques représentent une grosse cause et effectivement, 87% des maladies professionnelles sont représentées par les TMS et les lombalgies représentent 20% des accidents du travail. L'accident de travail doit figurer sur l'un des tableaux, donc non, en fait, ce sont les maladies professionnelles. Donc je vous ai montré un exemple, c'était sur le cancer de la prostate. Donc cela concerne uniquement les maladies professionnelles. Si l'employeur n'a pas déclaré l'accident du travail, le salarié a jusqu'à 2 ans pour en faire la déclaration auprès de la CPAM. C'est bien vrai. Nous passons à la deuxième question. Que permet une reconnaissance en maladie professionnelle pour un patient salarié ayant une pathologie d'origine professionnelle? Donc je vous laisse répondre aux items. Vous avez 1 minute. Vous n'avez plus que 10 secondes et on va passer à la correction. Donc les réponses vraies étaient A, B et E. Effectivement, les indemnités journalières majorées, c'est vrai, 60% pour les premiers jours, les 28 premiers jours, puis 80% contre 50% lorsque ce n'est pas associé à un accident du travail. Une rente en fonction du taux d'incapacité, effectivement, c'est vrai. Alors attendez. Oui, effectivement, pardon. Une condamnation de l'employeur pour faute inexcusable, et évidemment, c'est faux. La reconnaissance de maladie professionnelle ne permet pas pour faire condamner l'employeur. Le FIVA, voilà, c'était un petit item pour voir l'attention de chacun. C'est bien l'amiante et pas l'ammonium. Et une exonération du ticket modérateur, effectivement, c'est vrai. Nous allons passer au prochain QI.
Monsieur reprend son activité professionnelle suite à son accident du travail précédent. Il est consolidé avec un taux d'incapacité de 2. Concernant le taux d'incapacité permanent, quelles sont les propositions vraies? Je vous laisse 1 minute pour y répondre. Donc bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je n'ai pas accès, un accès facile au chat. Donc on va passer à la correction. Donc le taux d'IP est fixé par le médecin du travail. C'est faux, c'est par le médecin, conseil auprès de la CPAM. Le taux d'IP est fixé du coup par le médecin conseil de la sécurité sociale, c'est vrai. Le taux d'IP actuel permet aux salariés de bénéficier d'une rente non, car il est inférieur à 10 Il aura un capital qui sera versé en une fois. Le taux d'IP inférieur à 10 permet de bénéficier d'un capital, donc effectivement c'est vrai. Et la consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées après la période de soins. Effectivement, c'est vrai. Je ne l'ai pas explicité dans la présentation, mais la consolidation a bien pour définition ceci. Les lésions sont fixées après la période de soins. Enfin, dernier QI. Dans quelle situation un patient bénéficie-t-il d'une exonération du ticket modérateur sur la base des tarifs sécurité sociale? Donc, je vous laisse y répondre. Vous avez un peu plus d'1 minute. Donc, vous n'avez plus que 10 secondes et on va passer à la correction. Donc, les examens supplémentaires hors prise en charge habituelle réalisés dans le cadre de la participation à une étude de recherche clinique est évidemment fausse. En fait, tout est pris en charge par le promoteur de l'étude. Il n'y a donc pas en fait exonération du ticket modérateur. Ce qui est vrai, c'est tout ce qui touche du coup aux maladies professionnelles, mais pas un arrêt de travail associé à une maladie ordinaire de moins de 3 jours. Il y a également, les soins, quels qu'ils soient, pour, les personnes qui sont bénéficiaires de l'AME et les femmes enceintes à partir du 6e mois et non du 4e mois. Donc c'est une petite, subtilité à retenir et enfin tous les actes de dépistage, rentrent dans cette considération. Donc voilà, c'est une femme de 54 ans, donc bien, supérieure à 50 ans, qui se fait dépister, du cancer du sein. Donc très bien, merci beaucoup pour votre participation.
Nous allons enchaîner, rapidement sur, l'Écosse. Donc, comment ça va se passer? Je vais vous lire, voilà, les, heu, comment dire? La situation et vous pouvez noter sur votre brouillon, qu'est-ce que vous pourrez faire, de manière, voilà, vous écrivez, mais vous pouvez imaginer, la situation, réelle. Donc vous êtes aux urgences, monsieur B, 45 ans, en fait, consulte pour une diarrhée fébrile durant 48 heures et là, en fait, on vous demande l'interrogatoire selon le plan habituel d'une observation médicale. Donc vous reprenez les grands items, d'un interrogatoire, classique, pour ce patient. Donc j'espère que vous avez eu le temps de noter, tout cela. On va reprendre les éléments de l'interrogatoire. Donc effectivement, vous vous présentez, vous avez un comportement adapté, un vocabulaire approprié, vous vous assurez de l'identité du patient, vous reprenez avec lui le motif de sa consultation, ses antécédents médico-chirurgicaux, tous les traitements à domicile, également les allergies à ne pas oublier et son mode de vie, quelle profession il exerce, sa situation maritale, s'il a des enfants, s'il est autonome à la maison et évidemment l'histoire de la maladie. À la suite de cet interrogatoire, le patient vous explique en fait qu'il est technicien en centrale nucléaire, il n'a pas d'antécédents particuliers, pas de traitement à la maison, pas d'allergie, il est marié, il a 2 enfants, il est autonome à la maison. Comment vous caractérisez, le type de diarrhée chez ce patient? Donc il vous reste 10 secondes. Donc il faut préciser la présence de fièvre ou non chez ce patient. Normalement, il dit diarrhée fébrile, donc voilà, c'est quand même bien à notifier. Présence de fièvre, il faut reprendre la durée d'incubation. Si, la diarrhée a un caractère liquide, glairo-sanglant, s'il y a des signes, des douleurs intestinales, s'il y a des vomissements qui sont associés, et également des signes extra-digestifs. Nous allons passer du coup un peu plus dans la situation. Nous allons rentrer, dans le vif du sujet entre guillemets. Le patient vous explique sa symptomatologie à titre de fièvre, une durée d'incubation longue. Il a des douleurs gastro-intestinales et ses diarrhées sont glérosanglantes. Bien évidemment, vous concluez un syndrome dysentérique avec mécanisme entéro-invasif. Il vous explique en fait qu'il n'est pas le seul, qu'il y a plusieurs de ses collègues de travail qui présentent le même tableau et vous suspectez une TIAC, infection alimentaire. Donc là, on peut vous demander la définition d'une TIAC et les 5 étapes d'investigation. On vous demande également, quel est l'élément indispensable sur le plan légal.
Donc, on vous laisse un peu plus de temps que précédemment. Donc, vous avez 2 minutes pour répondre à ces 3 items. Donc, la définition, les étapes d'investigation et l'élément indispensable sur le plan légal. Donc, nous terminons cette masterclass sur cette Écosse. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou par mail, par le moyen que vous préférez. Et on se rendra disponible du coup pour répondre soit voilà, directement dans le chat ou ultérieurement par mail. On pourra également prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Donc vous avez encore un peu moins d'1 minute pour répondre. Et nous passons à la correction. Donc, qu'est-ce qu'une TIAC? Une TIAC a pour définition l'apparition d'au moins 2 cas groupés. Donc, effectivement, il faut au moins 2 cas parce que sinon, ce n'est pas une intoxication alimentaire collective, ça restera une toxi-infection alimentaire. Donc, il faut qu'il y ait 2 cas groupés dans le temps et l'espace qui présentent une même symptomatologie, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. Ensuite, les étapes d'investigation sont voilà, de 14 à 19. On va les reprendre dans la diapo d'après. Et l'élément légal important ici, c'est la déclaration obligatoire qui devra du coup être envoyée à la CVAGS, la cellule de veille d'alerte et de gestion sanitaire. Donc voilà, les médecins traitants qui le plus souvent déclarent les TIAC le font via un portail et c'est remonté à cette cellule qui est en fait présente dans chaque ARS. Donc les étapes de l'investigation, donc il y en a 5 principales, là il y en a 8. Donc la première, en fait, c'est la définition du cas. C'est qui est-ce qui le fait? C'est le médecin traitant, le plus souvent, qui le signale à l'ARS. Ensuite, nous avons le recensement des cas. C'est l'ARS qui le fait, donc il dénombre, il interroge de manière clinique, il fait un interrogatoire clinique en reprenant voilà, tous les cas possibles. Vous avez également l'ADDVP, qui est la Direction départementale de la protection des populations, qui du coup fait conserver les restes et les plats témoins. Vous avez une enquête alimentaire également qui est prise en charge par l'ARS. La DDP qui revient en 5e étape pour les prélèvements microbiologiques lorsqu'il y a eu conservation des restes et des plats témoins. Il peut y avoir une étude épidémiologique et là c'est fait par l'ARS conjointement à Santé publique France pour confirmer l'hypothèse initiale. Et enfin, vous avez une enquête sanitaire et un rapport qui permet de clôturer, de synthétiser tous les éléments. Et cela, en fait, permet d'avoir une meilleure traçabilité et d'avoir un retour d'expérience pour éviter qu'il y ait une nouvelle TIA qui soit déclarée au sein d'un même établissement. Donc, nous avons terminé cette masterclass. Je vous laisse répondre à ces 2 dernières questions. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du contenu du live, tout d'abord?
Je vous laisse encore quelques petites secondes pour répondre à cette question. Donc merci pour votre participation. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la durée du live? Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre, participation. Je vais retourner du coup ici. Je vois qu'il y a eu quelques échanges. J'imagine que, Jérémy, s'est chargé de vous répondre, autrement on le fera ultérieurement. Donc, je vous remercie énormément et puis je vous souhaite, bon courage. Donc là, il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat. Si vous en avez, on peut prendre quelques instants pour y répondre. On est encore disponible. J'ai dépassé de 5 minutes. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez, appris, des choses à travers cette masterclass. Donc on va pouvoir clôturer. Il n'y a pas de questions, dans le chat. Merci à tous et bonne soirée.